tout cas, merci de votre présence. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être avant de démarrer, oui, Aurélie a rappelé les quelques éléments de consigne propres à tout webinaire, donc les micros et caméras coupés, et vous pourrez utiliser la fonction conversation dans le chat pour poser des questions. Donc, ce webinaire consacré à l'intelligence collective au service de la qualité de vie et des conditions de travail. Peut-être 2 mots concernant Moody Light. Nous sommes une société à mission qui est dédiée à l'accompagnement des organisations dans leur démarche de qualité de vie et des conditions de travail. Vous le verrez, nos principes d'intervention sont basés sur l'écoute et le dialogue professionnel, puisque l'objectif, c'est vraiment de rendre les collaborateurs acteurs de leur qualité de vie au travail. On utilise pour cela notamment des méthodes d'innovation collaborative pour faciliter la construction des plans d'action, et c'est vraiment ça dont on va vous parler. Quelques mots me concernant. Donc, je suis cofondatrice de Moody Light, j'ai la fonction de directrice prévention santé et qualité de vie et conditions de travail. Et après un parcours RH, donc je me suis spécialisée sur ces sujets de santé au travail. J'accompagne maintenant les organisations depuis environ 8 ans. Et mes domaines de prédilection, c'est vraiment la santé sociale au sens de satisfaction au travail. Donc moi, j'apporte une attention particulière au contenu du travail et à ses conditions de réalisation, avec un credo, il n'y a pas de bien-être sans bien faire, pour reprendre certaines citations d'Yves Clos. Et puis le deuxième, que le dialogue produit du lien et le lien du dialogue. Et vous allez voir au cœur de ces démarches de qualité de vie au travail, les questions de dialogue et de coopération sont vraiment au centre. Voilà pour les présentations. Je vais laisser Aurélie se présenter et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous, donc moi je suis Aurélie Blanchet, je suis l'autre cofondatrice de Moody Light. Pour ma part, j'ai une expérience centrée sur le design et la conception de services que j'ai appliqué au domaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc je me suis formée sur le sujet en 2016 à travers un DU. Et j'ai beaucoup travaillé aussi sur les sujets d'innovation collaborative. Donc vous le verrez, ça fait partie des principes d'intervention de Moody Light, et c'est aussi l'objet d'aujourd'hui de vous parler d'intelligence collective. Et à ce titre, je suis notamment facilitatrice, donc j'interviens également auprès des entreprises sur la démarche en tant que facilitatrice. Je vous propose de commencer. Au niveau du programme, on a prévu de revenir sur quelques éléments de contexte que vous partagez très certainement au sein de vos organisations, mais ça nous paraissait important quand même de revenir sur ces éléments, donc on y passera un petit peu de temps. De vous parler bien sûr de la qualité de vie et des conditions de travail, telle qu'on l'approche dans sa matière en tout cas la plus puriste, et puis d'intelligence collective et comment justement on met au service de la qualité de vie et des conditions de travail ces méthodes d'innovation collaborative. Et puis, en finale, on partagera quelques retours d'expérience avec vous sur des interventions que nous avons menées dans différentes organisations, et on vous illustrera ces interventions avec des solutions qui ont été produites, puisque le cœur même de notre intervention, c'est de pouvoir produire des solutions très concrètes et très opérationnelles. Alors, sur les éléments de contexte, donc vous le savez, la crise sanitaire a laissé des traces. Donc, il y a un certain nombre de phénomènes dans les entreprises qu'on a vu s'amplifier suite à la crise du Covid. Et on est maintenant à 3 ans de cet événement et on voit que ces éléments de contexte perdurent. Donc, on parle d'un certain nombre de constats, de l'absentéisme qui reste préoccupant dans les entreprises. On sera content d'avoir vos retours d'expérience sur ce sujet. Des difficultés de recruter et de fidéliser les collaborateurs. On parle beaucoup de turnover dans les interventions qu'on mène. On nous parle aussi beaucoup de turnover en période d'intégration aussi des collaborateurs. Donc on voit qu'on a de plus en plus de mal à garder dès les premiers mois d'intégration les salariés qui finalement ont, compte tenu du marché du travail, un certain nombre de choix, en tout cas compte tenu de cet élément. On a des transformations majeures dans l'organisation du travail, dans le rapport au travail. Donc, on parlera un petit peu de télétravail et de la façon dont les entreprises appréhendent aussi ces nouvelles formes d'organisation. Et puis, plus globalement, on a des nouvelles aspirations des collaborateurs. Dans certains secteurs d'activité, on parle même de crise de vocation. Donc, on reviendra sur ces éléments avec aussi la dimension de reconnaissance qui est de plus en plus attendue de la part des salariés.
Alors, pour vous donner un petit peu de matière sur ces différentes dimensions en termes d'absentéisme, on a produit une étude en partenariat avec le groupe Apicil qui, sur un périmètre de 50 000 entreprises, établit finalement une cartographie de l'absentéisme en France, tous secteurs confondus. Donc, c'est une étude qui date de cette année et qui observe les données 2022. Très probablement qu'on remènera cette étude en 2024 avec les données 2023. En tout cas, force est de constater que depuis un certain nombre d'années, cet absentéisme, il est en constante hausse. En 2022, on atteint un taux d'absentéisme de 5,76%. Donc, c'est un taux qui est conséquent et qui concerne tous les secteurs d'activité. Qui dit également que 35% des salariés en 2022 ont eu au moins un arrêt de travail, donc c'est plus d'un tiers en tout cas de la population. Donc c'est également un chiffre qui interpelle. Alors, on a souhaité partager avec vous deux phénomènes majeurs en matière d'absentéisme. Le premier, c'est qu'on a une tendance vraiment de fond qui concerne les populations les plus jeunes. Vous le voyez sur le graphe de gauche, pardon, on a les salariés de 30 à 39 ans qui sont 40%, pour qui 40% ont eu au moins un arrêt de travail dans l'année. Donc, c'est un chiffre qui est conséquent et qui est en plus en hausse de 8 points. Donc, il est même le taux le plus important compte tenu voilà, de cet âge en parallèle des autres tranches d'âge. Donc, c'est un phénomène qui est nouveau et qui interpelle évidemment compte tenu du fait que ces populations, a priori, ne souffrent pas de pathologie, en tout cas de santé chronique ou autre. Et puis l'autre élément qu'on a voulu porter à votre attention, c'est le taux d'absentéisme en fonction du secteur d'activité. Donc là, le premier constat, c'est que sur tous les secteurs d'activité, on voit les taux d'absentéisme augmenter. Donc on est en constante hausse, quels que soient les métiers. Et puis si on regarde de plus près les métiers les plus, en tout cas, les plus sinistrés en matière d'absentéisme, on constate que finalement, c'est ceux qui ont été aussi en première ligne pendant la crise Covid. Donc, on retrouve les métiers de la santé, de l'économie sociale et de l'éducation. On retrouve les métiers du commerce et du transport où, à chaque fois, on est en hausse de 0,21 points pour les premiers et puis de 1,52 pour les deuxièmes, avec des taux qui atteignent, sur en tout cas les premiers, 7,44% en termes de taux d'absentéisme. Donc, on est quand même sur des taux très élevés et bien plus importants que la moyenne. Donc, ces éléments concernent l'absentéisme. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que sur les causes... Est-ce que vous pourriez éteindre vos micros pour ceux qui voilà, sont... Merci. Donc, en ce qui concerne les causes de ces absences, on a évidemment différents motifs, mais on a un motif qui concerne la santé mentale et les affections psychiques qui est de plus en plus croissant. Plus globalement, je voulais partager avec vous aussi quelques éléments concernant cette santé mentale. Au niveau des Français, on a une étude de Santé publique France qui est assez récente, qui date de 2022 et qui nous dit que 24% des Français montrent des signes d'un état anxieux et que c'est un chiffre qui était en hausse de 11 points par rapport au niveau hors épidémie. Donc on sait que la santé mentale des collaborateurs se dégrade, enfin des Français en tout cas se dégrade, et sur les collaborateurs, on a plus récemment, en tout cas en mai 2021, une étude de la DARES qui fait le lien justement entre conditions de travail et risque dépressif et santé perçue des collaborateurs et qui fait justement le lien entre les deux. Cette étude, elle démontre en fait que les secteurs, en tout cas les collaborateurs qui ont eu des conditions de travail dégradées pendant la crise sanitaire sont plus fortement touchés, en tout cas par le risque dépressif, et ont une perception de leur état de santé qui est bien plus dégradée que le reste des salariés. Donc, on voit véritablement le lien entre le travail et les conditions de travail et la santé mentale des salariés. Et c'est un phénomène qui s'amplifie et qui est du coup en cause, en tout cas qui est la cause d'un certain nombre d'arrêts de travail. On a également des éléments qui concernent le travail hybride et plus globalement le développement du télétravail. Donc ça, on a quelques études qui sont mentionnées ici. Ce qu'on peut retenir surtout, c'est que le télétravail, c'est une organisation du travail qui a été plébiscitée par les collaborateurs. Depuis la crise Covid, elle s'est très, très largement répandue, cette forme d'organisation du travail. Mais en parallèle, elle est de plus en plus questionnée au sein des organisations. Il y a un certain nombre d'entreprises aussi qui reviennent sur cette organisation et qui revoient plutôt à la baisse le nombre de jours de télétravail qui sont en tout cas proposés à leurs collaborateurs. Et on voit en fait plusieurs problématiques au télétravail qui est mal accompagné, ce qui a souvent été le cas suite à la crise Covid. Ça a été souvent subi et très peu accompagné, notamment au niveau des managers.
Donc, ce qu'on constate aujourd'hui comme principaux maux que peuvent engendrer le télétravail, c'est un manque de sentiment d'appartenance. Donc, on se sent moins appartenir à l'entreprise, notamment parce qu'il y a une dilution des collectifs de travail, une perte aussi de lien social et qui génère aussi parfois moins de créativité, moins de capacité aussi à créer, à être innovant dans les organisations. Donc ça, c'est régulièrement ce qui est reproché au télétravail. On peut aussi avoir un sentiment d'isolement, avec une augmentation des RPS, donc on revient aussi sur la dimension santé mentale des collaborateurs, avec moins d'entraide, moins de soutien social. Une charge de travail aussi qui peut être perçue comme plus importante avec la problématique de la déconnexion. On travaille souvent plus en télétravail, il y a un certain nombre d'études qui le montrent. Et puis plus globalement, un repositionnement des rôles de manager parce qu'à distance, manager des équipes n'est pas la même chose que les manager en présentiel, donc ça nécessite aussi d'accompagner les managers. Donc c'est un certain nombre, voilà, d'éléments qui, en tout cas, questionnent les entreprises et qui nécessitent, en tout cas, de s'interroger sur l'impact sur les conditions de travail et sur la santé et la qualité de vie au travail des collaborateurs. Une autre dimension également qu'on voulait partager avec vous, c'était la question, de l'usure professionnelle et quand on parle d'usure professionnelle, on parle bien sûr de la prévention, de la santé physique et de la prévention de la santé psychologique, hein. Quand on parle d'usure, on n'est pas que sur la dimension physique du travail. On a ici une étude de la DARES qui a été produite en 2023 et qui interpelle, car elle nous dit que 37% des salariés ne se sentent pas capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. Donc à l'heure de l'allongement de la durée du travail, à l'heure de l'intensification du travail, hein, dont on parle beaucoup aussi avec les nouveaux modes de travail, c'est une dimension qu'il faut également prendre en compte et qu'il faut prévenir puisque les salariés sont bien évidemment, à contrario, compte tenu des réformes de retraite successives, amenés à travailler de plus en plus longtemps. Donc c'est un vrai enjeu aussi pour les entreprises que de maintenir, en tout cas, leurs salariés en emploi le plus longtemps possible. Et puis enfin, plus globalement, on constate, dans les entreprises, une évolution du rapport au travail. Alors c'est vrai, on en a beaucoup entendu parler dans certains secteurs d'activité. On pense aux soignants, on pense aux enseignants, on pense à un certain nombre de métiers qui sont, voilà, qui ont été plus, impactés par la crise sanitaire. Mais c'est aujourd'hui un sentiment nous, en tout cas, au niveau de nos missions, qu'on rencontre, quasi systématiquement, sans forcément beaucoup d'explications. Et une des dimensions qui revient très, très, très régulièrement dans nos diagnostics, hein, qu'on mène en entreprise, c'est un item qui est très régulièrement, qui remonte en tout cas très régulièrement de façon prioritaire, hein, parmi les attentes des collaborateurs. On le verra dans les retours d'expérience qu'on va pouvoir partager. Et là, on a une étude de l'APEC qui est toute récente, qui date de 2024, qui a été réalisée auprès de cadres et qui nous dit que 45% des salariés indiquent avoir déjà démissionné à cause d'un manque de reconnaissance. Donc, quand on sait justement la difficulté d'attirer de nouveaux collaborateurs et de maintenir justement les emplois et de garder en tout cas les talents, on voit que cette notion de reconnaissance, elle est aussi cruciale pour les organisations. Et quand on parle de reconnaissance dans cette étude, qui interroge du coup les cadres, il y a plusieurs dimensions en tout cas qui sont mises en avant. On parle de l'intérêt des missions, on parle bien sûr de toute la dimension feedback, hein, et les retours qu'on peut faire en tant que manager. Et on parle également de l'importance donnée aux avis et à la contribution des décisions. Donc là aussi, c'est une dimension qui est particulièrement importante et on le verra également dans notre retour d'expérience. Ça fait partie aussi des missions qu'on a pu mener pour justement pouvoir intégrer voilà, de façon plus poussée les collaborateurs dans les modes de prise de décision et dans les processus de prise de décision des entreprises. Voilà brièvement ce qu'on pouvait partager avec vous sur le contexte. Si vous en êtes d'accord, je vous propose juste un petit sondage que vous pouvez découvrir tout de suite sur votre écran. Et qui rebalaye en fait les différentes problématiques, hein, qui ont été évoquées dans cette introduction. Donc ce qu'on vous demande en fait, c'est parmi les problématiques qu'on a évoquées, celles qui sont les plus prégnantes dans votre entreprise. Donc vous pouvez répondre à plusieurs items. Plusieurs réponses sont possibles et ça nous donnera en tout cas une idée de ce que vous pouvez aussi traverser dans vos entreprises. Est-ce que vous voyez le sondage s'afficher? Oui, Oui. merci. Donc, je vous laisse quelques instants et puis on pourra partager les résultats.
Puis n'hésitez pas à interagir aussi par chat si vous avez des retours et des partages à faire sur ces sujets. Afficher les résultats. Bon, tant pis. Ah, certains n'avaient pas eu le temps. Attendez, je peux retourner à la question. Oui, tu as été trop rapide. Oui, j'ai été trop rapide. Excusez-moi. Laisse encore une minute. Et je vous affiche les résultats. Excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi, Oui. j'ai pas l'habitude de Teams, je ne sais pas où répondre, je n'ai qu'une question. Ah, excusez-moi. Alors normalement, vous avez un sondage dans le fil de conversation. Ah, dans la conversation. La petite bulle, oui, de conversation. Oui. D'accord. Oui. La petite icône en haut, enfin après ça dépend des configurations, mais et donc dans le fil de conversation, vous avez le sondage et puis vous verrez juste en dessous quand j'afficherai les résultats, vous aurez les résultats. Ok, merci. Je vous en prie. Je vous laisse le temps de répondre et puis. Alors au niveau des résultats, donc on a 23%, donc près d'un quart des entreprises qui sont concernées par de l'absentéisme. Donc vous voyez que ça corrobore avec l'étude qui a été produite, hein, c'est un phénomène qui s'amplifie. 26% sur du turnover, donc ça c'est vraiment le reflet aussi de ce qu'on constate sur le terrain, donc c'est intéressant d'avoir votre perception aussi sur cette dimension. Moins de difficultés dans le déploiement du télétravail, donc a priori c'est un mode en tout cas de travail qui fonctionne bien. Sur les risques psychosociaux, vous êtes à 9%, donc qui peut évidemment être une cause d'absentéisme, hein. Nouvelles attentes des collaborateurs, 26%, donc là également c'est un phénomène qu'on observe de plus en plus. Et puis l'usure professionnelle à 14%, donc ça corrobore également ce qu'on constate sur le terrain. Écoutez, merci pour ce partage, c'est intéressant. Je pense que ça vous donne aussi quelques éléments de compréhension et de rassurance à votre niveau. Catherine, je te laisse nous parler de qualité de vie, Alors, on va conditions de aborder travail. la deuxième partie, hein, en quoi effectivement, maintenant qu'on a vu un peu le contexte, en quoi la qualité de vie et les conditions de travail et l'intelligence collective sont des leviers qui vont permettre d'agir face à ces mots MAUX qu'on vient de voir. Alors déjà, en termes de partage, hein, de représentation sur la qualité de vie et les conditions de travail, pour qu'on partage, hein, les mêmes éléments, tu peux cliquer pour que tout s'affiche. Voilà, merci beaucoup. Donc, en termes de qualité de vie et des conditions de travail, on retrouve bien évidemment l'ensemble des éléments qui concernent le contenu du travail, l'organisation du travail, les questions, hein, de relations, de soutien social, tout ce qui va concerner l'articulation des temps, les sujets de management. Tout ce qui concerne bien évidemment aussi les risques professionnels et en particulier, hein, les 2 risques qui sont les causes, enfin les principales causes d'arrêt de travail pour raisons professionnelles, à savoir, les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux qui prennent en tout cas une proportion importante dans les organisations. Et bien évidemment, lorsqu'on parle de qualité de vie et des conditions de travail, on va aussi retrouver tout ce qui est ambiance et environnement de travail. Et donc, vous voyez que lorsqu'on regarde ces éléments, on retrouve déjà des leviers puisque quand on parle de management, quand on parle de relations de soutien social, on retrouve des éléments protecteurs de la santé et on retrouve des leviers pour agir. Donc, c'est en activant en tout cas ces thématiques-là que l'on va pouvoir en tout cas agir sur les sujets, les enjeux qui traversent nos organisations aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier levier, puis on va voir comment. Le deuxième, je vous le disais en introduction, hein, c'est le dialogue, c'est créer les conditions du dialogue, puisque pour agir en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail, il faut aussi se créer les conditions d'expression. Et on vous a mis une citation, hein, qui est
pas toute récente, qui date du premier accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail, donc de juin 2013, qui mettait déjà en avant le fait de donner la possibilité aux salariés de s'exprimer sur leur travail, sur la qualité des biens et services qu'ils produisent, sur les conditions d'exercice du travail et sur l'efficacité du travail. Et bien tout ça, ce sont des éléments qui favorisent la perception de la qualité de vie au travail, et on le voit, nous, dans nos interventions, lorsqu'on anime des ateliers d'intelligence collective autour de ces questions de qualité de vie et des conditions de travail. Déjà, le bénéfice indirect de ces ateliers, au-delà de produire des solutions, on va le voir, c'est de produire de la qualité de vie au travail, dans le sens où les collaborateurs partagent déjà des moments de soutien, de coopération, de collaboration. Et donc, c'est vraiment la clé dans les organisations pour traiter de ces sujets de qualité de vie et de conditions de travail, de pouvoir créer ces conditions du dialogue. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, on a parlé d'intelligence collective. Donc, quand on parle d'intelligence collective, à votre avis, est-ce que rassembler des personnes compétentes dans une même salle, est-ce que ça suffit pour produire quelque chose, pour créer de l'intelligence collective? Alors, on pense que c'est possible, mais ça n'est pas garanti, tout simplement parce que pour nous, en tout cas l'intelligence collective, ça n'est pas simplement collaborer, c'est-à-dire proposer des solutions qui vont s'additionner, mais l'intelligence collective, c'est vraiment de créer ensemble, dans un même espace-temps, des solutions en s'appuyant sur les idées des autres. C'est de penser avec les autres, c'est de co-construire. Et donc, pour cela, il faut que le collectif fonctionne. Donc, il faut créer les conditions de la coopération. Alors, quand on parle de coopération, c'est vraiment l'idée d'opérer ensemble, de créer, de participer à une œuvre commune. Et donc, pour ça, il faut que le collectif ait envie de coopérer. Et donc, tout ça passe bien évidemment par ces conditions de la coopération. Et on va voir comment on s'y prend en termes de facilitation. Et puis, bien évidemment, l'intelligence collective permet, sa puissance, c'est qu'elle permet de résoudre des problèmes complexes. Parmi les problèmes complexes, les questions qu'on a vues tout à l'heure, de reconnaissance, les questions en tout cas de relations interéquipes, de fonctionnement des équipes, ce sont des problèmes complexes qui mettent en œuvre un certain nombre de déterminants, et donc l'intelligence collective est une manière, en tout cas, de résoudre ces problèmes complexes. Alors pour cela, Aurélie l'a dit en introduction, on utilise la facilitation. Donc, nous sommes toutes les deux formées à la facilitation. Alors, en quoi ça consiste en fait, C'est déjà la facilitation, ça consiste à apporter une méthode de travail qui permet au collectif d'avancer ensemble et de manière organisée. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un cadre qui va créer les conditions de ce dialogue, puisque je vous le disais tout à l'heure, mettre ensemble dans une même salle des collaborateurs qui ont des compétences, ça ne suffit pas. Il faut vraiment créer ces conditions de la coopération et ça passe par des phases d'expression de point de vue, de convergence d'intérêts, et tout ça, ça s'anime avec un certain nombre d'outillages. On va le voir, la facilitation s'appuie aussi sur des méthodes d'innovation collaborative, puisque l'objectif, c'est vraiment de construire des solutions qui sont le plus adaptées aux spécificités de l'organisation. Et puis, bien évidemment, en tout cas, la puissance de cette facilitation, c'est de permettre, grâce aux conditions de coopération et à la co-construction de solutions, l'appropriation de ces solutions et de ces décisions, et de susciter l'adhésion de tous et de faire en sorte que, in fine, chacun s'y retrouve à titre personnel et à titre collectif pour construire des solutions autour de la qualité de vie au travail. Donc, on utilise en fait plusieurs phases d'itération. Vous le voyez sur le schéma qui est affiché avec les bulles. On a une première phase où on va partager l'état des lieux avec les collaborateurs. On va partager les visions sur une problématique donnée. Il y aura ensuite une deuxième phase qui est une phase plutôt d'idéation. Et puis, on va jusqu'à l'approfondissement des solutions et le plan d'action, puisque pour nous, ce qui est important, au-delà du diagnostic et du partage des visions en termes de qualité de vie au travail, c'est vraiment d'amener un collectif à être force de proposition pour construire des actions qui vont faire qualité de vie au travail, mais qui vont répondre précisément
aux attentes et aux enjeux de l'organisation et donc aux spécificités d'une structure et de l'organisation, donc de vraiment faire en sorte que cela serve l'individu en termes d'épanouissement, mais également le collectif en termes de réalisation du travail et en termes de performance. Alors, on vous a mis quelques éléments, quelques exemples en fait d'ateliers qu'on a menés sur des thèmes qui sont autour bien évidemment de la qualité de vie et des conditions de travail. Alors, vous avez des sujets comme la reconnaissance, Aurélie l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet qui se retrouve dans beaucoup d'organisations, quel que soit le secteur d'activité. Donc vous voyez en fait les thèmes et en dessous vous voyez des questions, puisque l'objectif, une fois que on a un thème identifié que l'on anime dans un atelier, l'idée c'est vraiment de poser une question qui est un peu challengeante pour donner aussi envie aux salariés de s'inscrire dans cette dynamique et de produire des solutions. Donc on a la reconnaissance, on est intervenu. Il y a un micro qui a dû être ouvert. Oui, alors il y a des nouveaux arrivés, donc si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, pour Merci. ceux qui arrivent dans le webinaire. Je vous remercie. Donc, je parlais, oui, donc, dans les exemples, dans la reconnaissance, donc on avait un thème autour de comment identifier les attentes de salariés en termes de reconnaissance et trouver de nouveaux leviers. On a un thème autour du travail hybride. On est intervenu sur ces sujets où l'objectif c'était de comment concilier travail sur site et télétravail pour plus de performance et d'épanouissement. On a des thèmes autour de la coopération interéquipe, des thèmes autour de la charge de travail, un vaste sujet, des thèmes autour du onboarding des nouveaux embauchés, de l'inclusion des salariés en situation de vulnérabilité, de l'accompagnement des transformations ou encore de l'usure professionnelle. Donc vraiment, vous voyez, les champs en fait sont très larges. L'idée, c'est vraiment de pouvoir poser en tout cas toutes les thématiques de la qualité de vie et des conditions de travail et de pouvoir les problématiser pour ensuite se mettre dans des logiques de production d'idées et de solutions. Mais justement, on va maintenant rentrer un petit peu plus dans des exemples concrets de ce qu'on a pu faire autour de ces sujets dans le cadre de la facilitation. Oui, alors on est allé assez vite sur le modèle en tout cas et sur les apports un peu plus théoriques sur l'intelligence collective. L'idée, c'était qu'on passe un peu plus de temps justement sur nos retours d'expérience pour vous apporter des exemples un petit peu plus concrets parce qu'on a bien conscience que tout ça est parfois un petit peu conceptuel. Peut-être revenir avant sur notre principe d'intervention plus global. Au sein de Moody Light, on a une approche qui est globale et qui du coup aborde la qualité de vie des conditions de travail initialement à travers un diagnostic QVCT, une restitution auprès de l'entreprise, une priorisation des sujets sur lesquels l'entreprise du coup pourra intervenir et les fameux ateliers d'intelligence collective sur les thématiques. Donc, ce qui nous permet en fait d'intervenir sur vraiment des sujets qui sont des sujets en tout cas de préoccupation des collaborateurs. Les diagnostics qui sont basés sur une enquête de perception de la QVCT par les collaborateurs. Donc, ça nous permet en tout cas de partager cette vision auprès d'un comité de pilotage dédié et en tout cas de ne pas se tromper de sujet, d'aller prioritairement sur là où les collaborateurs ont des attentes. Donc, on vous a illustré notre intervention auprès de 3 secteurs d'activité. Donc le premier, il concerne un établissement de santé auprès de qui, du coup, on a mené une mission globale, telle que je l'ai présentée. Cet établissement, il comptait environ 270 collaborateurs avec des personnels soignants et administratifs. On a donc mené une enquête QVCT auprès de l'ensemble de ces salariés et on a obtenu un bon taux de participation compte tenu de ces métiers, 49% de participation à l'enquête. Et les items prioritaires qui ont été dégagés de cette enquête concernaient le traitement des personnes et la prise en compte des avis. Donc, vous l'avez compris, on est vraiment au rebond de ce qu'on a pu aborder dans les slides d'introduction. On était vraiment sur la question de la reconnaissance. En sortie de crise Covid, c'était pas forcément un étonnement de la part, en tout cas, de la direction de l'établissement, mais il y avait une véritable attente. Et elle se portait au niveau des soignants, mais pas seulement. Le personnel administratif également, en tout cas, avait répondu sur cette dimension. Donc on a finalement, avec le comité de pilotage qui a été constitué à cette occasion,
En tout cas le comité de pilotage, nous on est dans l'animation, hein, donc on les aide à prioriser, mais le comité de pilotage a souhaité en tout cas aborder cette thématique donc de la reconnaissance à travers la problématique qui est ici, quels leviers et actions pour améliorer la reconnaissance au sein de l'hôpital. Et nous avons du coup animé un atelier d'intelligence collective auprès d'une douzaine de collaborateurs, avec la spécificité justement d'être très transversale et de regrouper et du personnel soignant et du personnel administratif avec des populations très hétérogènes. Donc on vous a mis ici des exemples, on avait un cadre de santé, un médecin, mais également du personnel d'accueil, d'entretien, donc des populations en tout cas de salariés qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble et surtout qui n'avaient pas toujours vraiment conscience en tout cas des problématiques que chacun pouvait rencontrer dans son activité. Donc ça a permis en tout cas déjà de nouer du dialogue professionnel en tant que tel. Et puis par le processus que Catherine vous a exposé, on est arrivé à produire un certain nombre d'idées qu'on ne vous a pas mis ici, mais sachez qu'avant de produire des solutions, on passe par un stade d'idéation, donc il y a un certain nombre d'idées qui sont en tout cas proposées à notre client. Et puis ici, on vous a mis 2 solutions approfondies qui ont été du coup produites par le groupe de travail et qui sont celles finalement qui sont restituées au comité de pilotage à l'issue de la démarche. Donc on ne rentrera pas dans le détail, évidemment que ces solutions, elles ont été beaucoup plus approfondies et on produit beaucoup plus de restitution que ce que vous avez ici. Mais c'est surtout pour vous illustrer ce qui peut émaner en tout cas de ces ateliers. On est sur des choses généralement très pragmatiques, très concrètes, très opérationnelles, qui sont vraiment en lien avec les préoccupations et les enjeux de terrain en fait des collaborateurs. Dans la plupart des temps, ça ne nécessite pas de budget, de prestations extérieures, d'achat, en tout cas, voilà, de formation ou autre. On est vraiment sur des choses qui sont très tangibles et qui sont vraiment à la main, soit de l'entreprise, soit souvent aussi des collaborateurs. Et très souvent, ce groupe de collaborateurs qui est réuni au sein des ateliers est partie prenante pour la mise en place, en tout cas, de la solution, puisqu'ils souhaitent très généralement être associés, en tout cas, à la mise en œuvre du plan d'action. Donc là, en l'occurrence, pour vous donner les exemples de ce qui a été produit, il y a eu des actions autour de la valorisation du management participatif, hein, en lien avec la problématique de la prise en compte des avis, pour que les salariés puissent participer à des instances de gouvernance de l'hôpital, en lien notamment avec des transformations majeures dans l'organisation de l'hôpital et justement une appréhension des collaborateurs par rapport à ces changements organisationnels. Donc ça, c'est une première solution qui a été proposée. Et puis une autre qui n'a pas vraiment grand-chose à voir, mais dans le processus finalement d'idéation, on est arrivé sur la question de la reconnaissance des efforts et du coup sur la question de la charge de travail. Et là, ce qui a été proposé, c'est de remettre à jour et de promouvoir un outil de suivi de la charge de travail des soignants qui était déjà en place auprès de l'établissement et qui finalement était peu utilisé, qui était très mal compris en tout cas par le personnel et qui nécessitait en tout cas d'être revu, d'être promu, d'être expliqué, de redonner du sens. Donc ça fait partie de la deuxième solution qui a été proposée. Donc vous le voyez, on a vraiment, à partir d'une problématique unique, pu développer des solutions qui ne sont pas sur le même registre. Dans un cas, on est plutôt sur la reconnaissance de la personne et dans l'autre, on est plutôt sur la reconnaissance des efforts avec du coup cette question de la charge de travail à une période où évidemment les soignants avaient été particulièrement éprouvés et avaient le sentiment d'avoir beaucoup donné sans avoir beaucoup reçu en retour. Donc voilà très brièvement ce qu'on voulait partager avec vous sur cette intervention. Catherine va vous parler d'une autre intervention qui a été Oui, alors menée. là, on est plutôt en fait, à la fois, on intervenu dans une association et puis dans une société de services, hein, sur le thème de la prise en compte des avis et la communication de l'entreprise sur ses choix et objectifs. Donc, on avait un bon taux de participation dans les 2 cas, aussi au niveau de ces deux structures. Donc là, il y avait, à l'issue du diagnostic, des attentes fortes des salariés sur la manière dont les avis étaient pris en compte. Et puis, sur cette question, voilà, de communication, plus particulièrement la communication autour des objectifs, des choix stratégiques. Donc les deux étaient intimement liés. Donc à l'issue du comité de pilotage, il a été décidé, en tout cas de
problématiser en tout cas cette attente pour mener l'atelier de la manière suivante: comment faire pour que les salariés s'approprient les décisions stratégiques de l'entreprise et soient associés à leur mise en œuvre. Donc ça, c'était vraiment la question de départ posée dans le cadre de l'atelier, et on a effectivement, on est repassé par des phases d'état des lieux sur ce qui fonctionnait bien et moins bien, sur la prise en compte des avis dans chacune dans la structure, et puis sur effectivement la phase après d'idéation et de co-construction des solutions. Donc on vous a donc chaque fois, hein, comme le disait Aurélie, ce sont ces ateliers, hein, c'est un petit groupe de collaborateurs volontaires. Ça, c'est le principal, en tout cas c'est le prérequis. Avec on essaye de faire en sorte qu'il y ait une mixité, en tout cas une représentation plurielle, que ce soit en termes d'ancienneté, en termes également de genre, et puis également en termes de métier, de manière à ce que ce soit le plus, en tout cas le plus représentatif. Et donc, sur cette question de la prise en compte des avis, on va vous parler de trois solutions, hein, qui ont été ensuite, hein, déclinées, puisque dans les livrables, hein, qu'on donne à l'entreprise, hein, pour compléter ce que dit Aurélie, vous avez vraiment des éléments autour du contenu de la solution, des étapes pour la mettre en œuvre, des acteurs qui vont être mobilisés, des ressources potentielles, mais encore une fois, hein, les ressources, c'est les ressources mobilisées en interne, et puis tout ce qui va concerner les bénéfices et puis les points de vigilance. Donc, on restitue en fait à l'entreprise une matrice détaillée qui aura été construite par les collaborateurs dans le cadre de l'atelier d'intelligence collective. Donc, pour revenir sur cette question de la prise en compte des avis, on a eu une première solution qui consistait à mettre en place, ça c'était au niveau de l'association, de mettre en place un dispositif d'analyse d'impact des changements organisationnels qui impliquaient les salariés concernés. Alors, ça peut paraître assez évident, mais en termes en tout cas de conduite du changement, ou en termes de modification organisationnelle, eh bien, parfois, les salariés concernés ne sont pas forcément, en tout cas, impliqués au premier chef. Donc, l'idée, c'était de mettre en place un dispositif qui permettait d'analyser les impacts sur un plan plus, en tout cas, social RH, de manière à ce que, il puisse y avoir de l'expression des salariés concernés, qu'il puisse y avoir mis en évidence les conséquences potentielles qu'il peut y avoir sur l'organisation, et pour que ça puisse être embarqué dans, en tout cas, la mise en œuvre des changements organisationnels, et pour qu'il puisse y avoir, en tout cas, une meilleure compréhension et une meilleure adhésion, quand bien même, encore une fois, l'idée, et les salariés en sont très conscients, hein, lorsqu'on échange avec eux. Il ne s'agit pas de remettre en cause une décision, mais bien évidemment de pouvoir mieux la comprendre, et d'en comprendre en tout cas le pourquoi et le comment, et pouvoir en tout cas avoir l'opportunité d'exprimer aussi des points d'attention sur les effets que peut avoir ce changement organisationnel. Et ça, c'est vraiment une manière en tout cas aussi de susciter le sentiment d'appartenance, et de faire en sorte qu'il y ait en tout cas une meilleure coopération au sein de l'organisation. La deuxième solution, elle portait plus particulièrement sur la question, hein, de la stratégie, de la connaissance de la stratégie. Donc, au-delà, en tout cas, des process de communication assez traditionnels de la stratégie, la préconisation qui a été faite par le groupe de travail, c'est de pouvoir, de faire en sorte que dans le process des entretiens annuels professionnels soient intégrés des objectifs stratégiques opérationnels, c'est-à-dire que chaque collaborateur puisse avoir à son niveau, compte tenu de sa contribution dans l'organisation, des objectifs stratégiques déclinés sur un plan opérationnel, et que ça puisse en tout cas être intégré de manière à ce qu'il puisse y avoir un lien entre ma contribution, moi, collaborateur au quotidien, et le lien entre les objectifs stratégiques de l'organisation. Et puis une deuxième solution qui est aussi en lien avec les entretiens annuels professionnels, c'était toujours en lien avec cette question de la stratégie, de pouvoir faire en sorte que les salariés puissent être également force de proposition en termes d'idées qui puissent servir la stratégie. Donc avec, dans le cadre de l'entretien annuel, l'animation, hein, par le manager d'un circuit de collecte d'idées
autour des questions de stratégie, avec l'idée aussi, avec un process qui permet de sélectionner les idées en fonction de critères qui auront été définis en amont, et puis avec également, lorsque ces idées sont retenues par une instance collégiale, lorsque ces idées sont retenues, de faire en sorte qu'elles puissent être déclinées en actions opérationnelles qui servent la stratégie, et de pouvoir in fine aussi saluer les réussites et les propositions qui auront été faites par les collaborateurs, et tout ça avec un système de Word qui est remis notamment par la direction générale. Donc c'est vraiment aussi une opportunité pour refaire du lien, aussi du lien, en tout cas au sens de cohésion entre les salariés et la direction générale, via des instances qui permettent de communiquer sur la stratégie, son déroulement, mais également sur sa déclinaison opérationnelle. Tout ça pour que, encore une fois, cela serve la question de la prise en compte des ADI, mais que ça serve aussi la stratégie dans sa réalisation opérationnelle, avec une vision plus partagée et mieux, en tout cas, comprise et appropriée par les salariés. Donc, vous voyez, ces solutions, elles sont vraiment pragmatiques, et elles sont, encore une fois, elles dépendent de l'organisation, de sa maturité organisationnelle, de sa maturité managériale. Et chaque fois, les solutions, elles sont vraiment en lien avec le contexte de l'entreprise, et donc elles diffèrent vraiment pour une même thématique, que ce soit, si on reprend cette question de la prise en compte des avis, on va avoir des solutions très différentes selon les entreprises, parce qu'elles vont dépendre, encore une fois, de l'organisation, du contexte et de la façon dont elle avance sur ces sujets. L'idée, c'est que ce soit vraiment en lien avec la réalité opérationnelle de l'entreprise. Oui, et peut-être préciser aussi que, on est, en tout cas dans notre rôle de facilitatrice, sur l'animation de ces ateliers, avec les fameuses, séquences dont vous a parlé Catherine, mais on n'est absolument pas sur le fond. Donc, on n'oriente pas, on ne porte pas de jugement. Donc les solutions qui sont proposées, elles émanent vraiment du groupe de collaborateurs qui est réuni. Donc on est absolument pas, en tout cas, en préconisation, ou voilà, on n'influence pas le groupe pour aller sur telle ou telle solution. Ce qui est important, parce que c'est vraiment eux qui doivent aussi se positionner, et qui doit être motivé derrière aussi pour, potentiellement, soutenir leur mise en œuvre. Après, notre plus-value aussi, c'est de pouvoir, en tout Challenger. cas, challenger les Mmh. les propositions. C'est-à-dire que Mmh. dans la phase, de facilitation, vous allez avoir des phases d'expression de points de vue, de divergence, des phases d'idéation, puis des phases de convergence, et on va challenger via des critères, qui vont, pour vous donner des exemples, lorsqu'il va y avoir une idée qui va être émise, eh bien, on va poser des questions autour de la faisabilité. On va mettre en place des critères autour, est-ce que cette idée, il y aura de la marge de manœuvre pour la faire? Est-ce que cette idée, elle est réaliste pour telle et telle raison? Donc en fait, il y a plusieurs critères, des critères qui vont permettre vraiment de s'assurer que ce qui est proposé est réaliste et puisse être mis en œuvre. Si je reprends l'exemple, par exemple, de la reconnaissance dans le secteur hospitalier, au début, lorsque la question a été posée autour de la reconnaissance, on a aussi posé le cadre avec les collaborateurs, parce qu'on s'était bien entendu avec la fonction RH, qui nous avait dit, nous, en termes de reconnaissance, on sait qu'il y a plusieurs leviers de reconnaissance. La rémunération, ça peut pas être un sujet, parce que d'une part, la marge de manœuvre en termes de rémunération, elle est somme toute réduite, et puis on sait, c'est pas les salariés qui ont la main pour des questions de rémunération. Donc nous, on a posé le cadre en disant, sur les questions de reconnaissance, pour améliorer ces questions de la reconnaissance, eh bien, il y a d'autres leviers. On va mettre de côté la rémunération pour telle et telle raison. Donc le cadre est posé, les choses sont très claires en termes de démarrage et de ce qui est à la main et de ce qui est possible, et ce qui permet ensuite de construire vraiment sur des principes de réalité. Et pour rebondir sur ce que dit Aurélie en termes d'animation, notre rôle, c'est vraiment le comment plutôt que le quoi. Donc, c'est vraiment la manière de faire ensemble, et c'est ça qui va faire qu'on va créer les conditions de la coopération et de la co-construction d'actions.
Donc voilà Et pour puis, ce retour d'expérience. Et puis on a un troisième soft oui, skill à dernière ajouter. illustration, je vais passer rapidement pour qu'on ait un petit peu de temps sur les questions et L'échange. réponses et puis les échanges avec vous. Donc là, on a voulu aussi vous le présenter parce qu'on est sur sur une toute autre dimension. Donc on est intervenu là également sur une société de services avec un taux de participation de 53% à l'enquête. Et là, les thématiques qui sont ressorties comme prioritaires concernaient l'environnement de travail, donc avec la problématique des caractéristiques physiques des lieux et leur aménagement. Très concrètement, ils étaient en plein déploiement, en tout cas du flex office sur certains sites, donc avec une entreprise multisite, avec des modes d'organisation du travail qui étaient très hétérogènes, donc certains sites en flex office, d'autres en organisation plus traditionnelle, donc avec un vrai questionnement des collaborateurs et pour certains, une difficulté en tout cas à s'approprier ce nouveau mode de travail et puis voilà, à s'organiser et avec du coup une réticence à revenir sur site, hein, ce qu'ont constaté un certain nombre d'entreprises suite à la crise Covid, avec le confort du télétravail, mais qui du coup couplé à une organisation du travail sur site qui ne correspondait pas forcément aux attentes des collaborateurs, amplifiait ce phénomène de difficulté à faire revenir les collaborateurs sur site. Donc dans ce cas de figure, la problématique qui a été définie par le comité de pilotage a été comment développer un travail hybride efficace et épanouissant. Donc on a réuni pour cela 10 collaborateurs. Alors la petite spécificité sur cet atelier, c'est que compte tenu de la dimension multisite et on avait besoin de cette représentation justement de collaborateurs partout en France, on a animé cet atelier en distanciel. Ce n'est pas quelque chose qu'on privilégie, bien évidemment pour faire de l'innovation collaborative, on privilégie le présentiel, ne serait-ce que pour aussi avoir des bénéfices secondaires, hein. La coopération et les échanges qui se créent au sein du groupe, elles sont aussi primordiales dans ce processus. Mais sachez en tout cas qu'un atelier collaboratif en distanciel est possible. On a réussi en tout cas à faire dégager des solutions par le groupe de travail. Donc quelques exemples sur les solutions approfondies qui ont été proposées. On a eu des choses autour de la charte du télétravail qui était en vigueur. On n'avait pas un accord télétravail, mais une charte, mais qui était mal compris, qui avait été rédigée un peu hâtivement, donc avec quelques failles et quelques axes d'amélioration. Donc il y a eu tout un lot de propositions sur un assouplissement de certaines conditions, en tout cas une redéfinition de certaines modalités de prise du télétravail. Une harmonisation aussi parce que selon les pratiques managériales, on avait un sentiment aussi d'iniquité auprès des collaborateurs sur la façon dont était déployé le télétravail. Et puis également une remise à plat de la communication qui était faite autour de cette charte parce que finalement elle était assez peu comprise, assez peu vue, voilà, elle avait été assez peu communiquée auprès des collaborateurs. Donc ça a été la première solution. On a eu également la proposition d'un guide de bonnes pratiques sur le travail hybride. Il y a eu beaucoup la question des outils qui a été questionnée par les salariés, donc avec l'utilisation des différents outils, hein, et comment est-ce que justement on en faisait une bonne utilisation. Et puis un certain nombre de choses autour aussi des modes de fonctionnement des équipes. Ils ne souhaitaient pas aller jusqu'à des choses trop rigides telles que le blocage de serveurs ou de choses comme ça pour éviter le phénomène d'hyperconnexion, mais par contre, ils ont privilégié justement la question des bons modes de fonctionnement et des bons usages, en tout cas des outils et des différentes outils mis à disposition en période de télétravail. Et puis la dernière solution qui a été proposée, c'est l'institutionnalisation de temps d'échange réguliers entre les équipes ou au sein des équipes, avec un temps d'échange évidemment sur le travail, hein, en tant que tel, mais également un temps de ressourcement, de fédération des équipes. Tout ça évidemment pour faire revenir les salariés sur site, hein, avec ce constat que les salariés avaient de moins en moins envie de revenir sur les sites en présentiel. Et puis également avec un rôle du manager qui est remis au centre, puisque les managers avaient cette possibilité du coup de pouvoir renouer du contact et de l'interaction avec leurs équipes. Donc c'était aussi une attente des collaborateurs que de pouvoir retrouver ces temps avec les managers et de façon aussi homogène sur l'ensemble de l'entreprise, parce qu'il y avait aussi des pratiques qui étaient très fluctuantes selon les équipes et les managers, donc avec cette volonté aussi d'harmonisation auprès de l'ensemble de l'entreprise.
Voilà, très brièvement, des illustrations, mais c'est une façon aussi, de vous démontrer que l'intelligence collective, Catherine l'a expliqué, elle peut traiter de problèmes complexes et quand on parle de qualité de vie et de conditions de travail, on est sur des problèmes complexes, quels qu'ils soient et que du coup, on a un champ quasiment infini, de problématiques qui peuvent être traitées, dans la mesure où on est dans de l'accompagnement et de l'animation. Les collaborateurs ont eux-mêmes, du coup, les leviers pour agir et c'est bien là qu'on peut traiter tous les sujets finalement qui sont en lien avec la QLCT. Et puis, Aurélie l'a peut-être dit tout à l'heure aussi, mais ce qui est important au-delà de ce qui est produit, c'est aussi, c'est vraiment ça donne des impulsions, hein, en termes de dynamique autour de ces questions de qualité de vie au travail au sein de l'entreprise. Parce que, la plupart du temps, les salariés qui ont participé à ces groupes de travail, bah, c'est autant d'ambassadeurs, de référents, qualité de vie Mmh. au travail dans les organisations et c'est autant, en tout cas, à chaque fois qu'on a posé la question de salariés qui nous disait bah, nous, on veut bien poursuivre. Par exemple, à l'hôpital, il y avait un comité, il y a l'instauration d'un comité qualité de vie et conditions de travail. Et bien, les salariés qui ont participé à ces ateliers ont continué à œuvrer autour de la fonction RH pour pouvoir bah, continuer à travailler sur ces Mmh. sujets. Donc, c'est autant, en tout cas, de soutien et d'acteurs Pour maintenir la qui dynamique. peuvent voilà, rester dans la dynamique et qui font en sorte aussi, bah, aux côtés d'une fonction RH qui est souvent aux commandes, hein, sur ces sujets, même si on préconise et on a souvent des directions générales associées. Donc, mais ça permet en tout cas d'avoir une continuité dans les actions et puis de nourrir des plans d'action pluriannuels puisque bah, ces ateliers, il y a des solutions qui sont approfondies, mais comme l'a dit Aurélie tout à l'heure, il y a aussi plein d'idées. Donc ces idées, c'est autant des leviers d'action qui peuvent être ensuite exploités pour pouvoir bah, dérouler des plans d'action sur un certain nombre de thématiques initiées par le diagnostic. Donc c'est vraiment des démarches qui donnent de l'impulsion et puis qui aussi, pour terminer, sont également très fédératrices puisque le dialogue social autour de ces sujets est vraiment très constructif. Chaque fois dans nos comités de pilotage, bon, on avait des représentants de CSE Mmh. et c'est vrai que ça permet aussi bah, de partager les contraintes, de responsabiliser chacun, de faire en sorte, hein, je le disais en introduction, que chacun soit acteur de la qualité de vie au travail. Donc chacun a un rôle, a une responsabilité sur ces sujets. Donc ça permet aussi d'avoir un dialogue social autour de ces sujets et puis de nourrir également des négociations autour de la qualité de vie au travail en passant d'abord par des actions avant Mmh. de négocier. Donc d'avoir des accords aussi qui ont du contenu et puis qui donc du coup suscitent également l'intérêt et la coopération des acteurs du dialogue social. Voilà un peu en synthèse, hein, ce qu'on voulait partager avec vous. Il est 12h22, donc on voulait laisser un petit temps, hein, de questions-réponses. Donc ben, on est à votre écoute. N'hésitez pas si vous voulez qu'on revienne sur certains points ou partager, hein, tout Vous pouvez simplement un poser témoignage, un retour d'expérience de votre côté sur ces sujets. vous pouvez poser vos questions dans le chat, on y répondra, en tout cas au fil de l'eau. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a des réactions, des témoignages ou des Mmh. choses similaires, en tout cas, déjà que vous avez vécues autour de ces questions, de coopération, de facilitation, d'intelligence collective, est-ce que c'est des choses que vous vivez déjà dans vos organisations, vous avez déjà pratiquées? Donc ça peut être intéressant, voilà, d'avoir d'autres retours d'expérience sur cette manière, en tout cas, d'aborder, la qualité de vie et les conditions de travail. Merci à ceux qui nous Merci. quittent. Et puis on mettra de toute façon le replay, à disposition. Donc pour ceux qui auraient des questions a posteriori, on sera à votre disposition bien sûr pour vous répondre. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, Eh on bien, on va va vous pouvoir remercier. et puis vous libérer et puis on vous fera suivre le replay avec les éléments de contenu qu'on a partagés. Et ben merci en tout cas pour votre participation. Et puis, ah, on a un petit Ah, un commentaire. accord de méthode basé sur la collaboration. Intéressant. Ah oui, tout à fait. C'est des principes du coup, directeurs, Oui.
Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, passez une très belle Merci. journée. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci Merci à à vous, vous. au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.